Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom est Martin Blais, je suis titulaire de la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres, ici à l'UQAM. J'utilise le pronom il. Alors, bienvenue à cette première conférence de notre nouveau cycle de conférences annuelles. Donc, Vincent Mousseau brise la glace avec cette première conférence. Merci beaucoup, Vincent, d'être avec nous ce soir et d'avoir accepté notre invitation. Alors, Vincent va nous donner cette conférence qui s'intitule Bien intervenir auprès des communautés noires LGBTQ+ du Québec. Alors, Vincent est un travailleur social professionnel, chercheur et activiste basé à Tiohtià:ke, Uniang, connu comme Montréal. Comme activiste et conférencier, ses champs d'expertise sont la structure anti-oppressive, les stratégies de sensibilisation auprès des communautés queer et transracisées, l'analyse intersectionnelle, l'activisme Black Lives Matter et l'activisme queer anti-assimilationniste. Sur le plan académique, Yael s'intéresse au développement identitaire des personnes noires LGBTQ+ au Québec, le racisme sexuel, ainsi que la prévention du VIH et des ITSS auprès des communautés queer et transracisées. Alors, Vincent, je te laisse la parole et je te remercie encore une fois d'être avec nous ce soir. C'est un privilège de te recevoir. Merci beaucoup et bonjour tout le monde. Je vais juste vous partager mon écran d'abord pour qu'on puisse commencer la présentation. Donc, bonjour. Je vais faire une petite introduction plus approfondie dans quelques instants, mais je voulais d'abord commencer la présentation en reconnaissant que présentement, je me trouve, ainsi que l'Université du Québec à Montréal, se trouve sur les territoires autochtones, lesquels n'ont jamais été cédés. Donc, bien que la nation Kanien'kehá:ka est reconnue présentement comme la gardienne de ses terres et ses eaux, Tiohtià:ke Uniang, aussi connu sous le nom de Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, y compris les autres nations membres de la Confédération Haudenosaunee et la nation Anishinaabeg. Et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. Donc, c'est dans le respect avec les liens avec le passé, le présent et l'avenir que je souligne les relations continues entre les peuples autochtones et les autres personnes de la communauté montréalaise. Mais pour moi, une reconnaissance territoriale, ça ne sert pas à grande chose si on n'est pas prêt et prête à prendre acte. Et on est appelé à faire ça demain, oui, sur la toute première journée nationale pour la vérité et réconciliation, mais ça ne peut pas arrêter là. Ça ne peut pas arrêter avec nos chandails orange. Il faut vraiment qu'on commence à réfléchir sur la connexion que nous, on a avec ce territoire et les connexions qu'ont les personnes autochtones avec ce territoire-là, puis comment on peut exister dans ce même espace, reconnaissant les torts du passé. Donc, pour moi, ça contribue à la violence qui, bien évidemment, est vécue par les populations marginalisées de ne pas reconnaître ça. Donc, pour ma part, je m'engage à apprendre et à désapprendre, ainsi que de trouver des manières concrètes de me solidariser avec les communautés autochtones de ces territoires, ainsi que de toutes les communautés de l'île de la Tortue reconnues colonialement comme l'Amérique du Nord. Pour ce faire, c'était essentiel pour moi de commencer en reconnaissant les noms de cette terre. Comment se fait-il que nous sommes souvent, non seulement nous ne connaissons pas les noms des lieux qui nous entourent, mais on n'est souvent même pas en mesure de les prononcer. Tout ça, ce sont des faits hyper intéressants, alors qu'au Québec, on vit dans un monde où il y a certaines personnes qui vont se fâcher contre les immigrants, les anglophones, les autres allophones qui ne sont pas en mesure de parler, entre guillemets, adéquatement le français. Ben, nous, qu'est-ce qu'on fait pour apprendre les langues d'ici? C'est des questions qu'on doit se poser. Et donc, pour moi, une des premières étapes, c'était de commencer à en apprendre, notamment le travail de Ellen Gabriel, basée à Kanesatake, ainsi qu'une de mes profs à l'Université McGill quand j'étais étudiant au bac, Wanda Gabriel, m'ont beaucoup appris sur l'histoire de ces terres et donc je leur dois beaucoup et je tiens à les nommer. Je vous encourage à aussi vérifier la source en bas ici, The Decolonial Atlas,
C'est une ressource des États-Unis, si je ne me trompe pas, mais qui, justement, recense beaucoup de ces genres de cartes par les communautés autochtones elles-mêmes, que je vous encourage à regarder. S'il y a d'autres manières que je peux partager les ressources que moi, j'ai avec vous, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous donne mon courriel à la toute fin de la conférence. Donc, salut, c'est moi ça. Mon nom est Vincent Mousseau. J'utilise les pronoms YEL avec les accords masculins. Je suis, comme Martin avait mentionné, organisateur communautaire, conférencier, activiste noir, queer et trans. Je suis aussi travailleur social professionnel en pratique autonome. Je suis candidat à la maîtrise en travail social à l'Université de Montréal, présentement sous la supervision de Annie Poulaine-Sans-Façon et Edward Lee. Où ma recherche porte sur le sujet de la construction identitaire des personnes noires LGBTQ+ au Québec. Mais je suis aussi détenteur d'un baccalauréat en travail social de l'Université McGill. J'ai mon implication communautaire, c'est principalement dans les mouvements Black Lives Matter, mais aussi dans les mouvements LGBTQ+ plus radical. Et on avait déjà mentionné un peu mes intérêts de recherche. Je tenais à mettre tout ça devant vous parce que, selon mes expériences, on vient souvent me voir et dire ben, vous êtes qui pour parler de toutes ces expériences-là? Je trouve qu'on a tendance, dans nos interactions avec les académiques, les professionnels noirs, de ne pas valoriser leur contribution à leur juste valeur. Et pour moi, c'était donc essentiel de mentionner les bourses que je reçois, oui, mais aussi mes intérêts de recherche et tout ça parce que j'exige le respect, dans le fond. Pour moi, ce n'est pas une question ni de tolérance, ni d'acceptation, mais c'est une question d'exiger le respect. J'ai fait beaucoup de travail pour me rendre où je suis présentement, puis ça va être respecté. Et donc, voilà. Donc, je commence avec ça. Avant de continuer, je vais faire un petit plan de la présentation, comment ça va se dérouler. D'abord, on va explorer l'idée du positionnement social que je vais vous expliquer dans quelques instants. Ensuite, on passe à l'importance d'une approche intersectionnelle. Ce concept-là, c'est vraiment d'actualité ces temps-ci avec des conversations sur les théories critiques de la race et tous ces trucs-là dans la sphère médiatique, mais on va vraiment essayer de décortiquer ça. La troisième partie, je vais vous parler d'un projet que j'avais mené au sein de Réseau, ce qui est un organisme communautaire basé ici à Montréal qui vise à adresser les enjeux, qui vise, à adresser les inégalités systémiques que vivent les hommes gays et bisexuels quant à l'accès aux soins. Et la quatrième partie, je vais vous présenter quelques pistes de solutions. Présentement, je ne vois pas le chat, mais si vous avez des questions, sentez-vous à l'aise à les mettre dans le chat, puis je vais pouvoir répondre à la fin. Je vais essayer de prendre un petit moment pour regarder le chat après chaque partie, pour qu'on peut adresser quelques petites questions. Mais il y aura aussi assez de temps à la fin pour une période de questions. Donc, si vous voulez le garder aussi, on peut en parler à vive voix. Voilà. Donc, le positionnement social, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Donc, pour moi, je veux commencer en décortiquant un peu l'idée qu'on a souvent quand on parle de privilège et d'oppression. Souvent, on parle de « Ah, ben, telle personne est privilégiée puis telle personne est opprimée. » Alors que moi, je trouve que, de un, ces termes-là sont très chargés politiquement, bien évidemment. Mais de deux, ça vient coller une étiquette sur une personne. « Ah, toi, tu es un privilégié. Moi, je suis un opprimé. » Puis je ne trouve pas que c'est vraiment une bonne manière de commencer à aborder ces discussions-là parce qu'il y a tellement de nuances au sein de tout ça que ça devient un peu impossible d'avoir de vraies conversations si on se dit « Ah, toi, tu es privilégié, moi, je suis opprimé. » La terminologie que je préfère employer, c'est de parler d'agent et de cible. Lorsqu'on parle d'un agent, on parle d'une personne dont les actions continuent l'oppression d'une personne, une petite coquille, l'oppression d'une personne ou d'un groupe de personnes, et ce, peu importe les intentions de la personne en question. Et la cible devient la personne qui, comme le nom indique, est la cible des actions de l'agent.
Euh, donc, il y a une raison pourquoi je privilégie ces termes-là, et c'est parce que justement, ça nous permet à complexifier un peu la manière dont on comprend ces enjeux-là. Mais plus important encore, ça met l'emphase pas sur la personne, mais sur l'action qui a été prise. Donc, on voit souvent cet amalgame qui se fait. On l'a vu hier, malheureusement, avec François Legault en conférence de presse, refusant encore une fois de reconnaître l'existence du racisme systémique au Québec. Euh, Ce qu'il fait, en fait, c'est d'effacer. Ce qu'il est en train de faire, c'est de dire, vous traitez tous les Québécois de racistes. Alors que c'est zéro l'intention derrière tout ça. L'intention est de dire que malgré nos meilleures intentions, les actions qui sont prises par nos systèmes présentement propagent une oppression quelconque envers un groupe. Et c'est ça qu'on est en train de... c'est ça qu'on essaie de dire. Et je trouve qu'en utilisant un langage comme ça, on se permet à être un peu plus nuancé que de juste parler de privilèges d'oppression, bien que ces concepts-là sont très importants. Donc, lorsqu'on parle de positionnement social, oui, on parle dans le contexte ici de, on parle, oui, effectivement, dans ce contexte ici, de l'intersection entre la racisation en tant que personne noire et les identités LGBTQ+, mais il y a tellement d'autres éléments qui rentrent en jeu là-dedans aussi. Il faut considérer, par exemple, que lorsqu'on parle des personnes noires LGBTQ, bien, on parle de qui? On parle-tu des gens qui ont l'air de moi, avec une présentation de genre plutôt masculine-ish, qui peut se permettre de rentrer dans certains espaces, ou est-ce qu'on parle de la réalité des femmes lesbiennes ou bisexuelles noires qui, qui, en plus de confronter l'intersection du racisme et de l'homophobie, risquent aussi de vivre aussi de la misogynie, et tous ces trois en même temps. Donc, le positionnement social, en fait, c'est un outil qui nous aide à mieux comprendre où on se situe selon toutes ces catégories-là. Donc, oui, on parle du genre, on parle aussi de l'âge, de la race. Lorsqu'on parle de race, bien évidemment, on le parle dans le contexte, on en réfère dans le contexte plus sociologique du terme. Aussi l'identité ethnique, la couleur de la peau aussi. Je ne vais pas vous lire toute la liste, mais il y a tellement d'éléments à considérer. Vous remarquerez probablement quelques éléments que vous n'êtes pas habitué à voir non plus, j'imagine. Donc, j'imagine pour plusieurs d'entre vous, le fait de voir la taille corporelle comme une intersection de l'oppression peut sembler un peu bizarre. Pour d'autres, c'est complètement normal, probablement parce que vous vivez ces formes de marginalisation-là. La grossesse est un autre exemple. Une personne enceinte qui se présente à une entrevue et que la personne qui fait l'entrevue dit « Ah non, ben, on ne peut pas t'embaucher parce que tu es enceinte, puis on ne veut pas avoir des personnes qui vont devoir prendre des pauses, aller ramasser les enfants, alors que clairement, c'est une discrimination illégale selon la Charte québécoise des droits et libertés. » C'est quand même une forme de marginalisation sociale quelconque. Donc, on a vraiment beaucoup, beaucoup ici. Puis il faut considérer comment chacun de ces éléments vont interagir avec les autres. Vous remarquerez que je viens de dire personne enceinte et non femme enceinte. La raison est bien simple. Si, par exemple, un homme trans ou une personne non-binaire est enceinte, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette personne-là va vivre sa grossesse différemment qu'une femme qui est enceinte? Et comment est-ce que la racisation, l'âge, tous ces autres éléments vont commencer à rentrer en jeu? Fait que lorsqu'on parle du positionnement social, on parle de ça dans tous les contextes. Et ce qui est beau dans ça, c'est que toute personne a un positionnement social quelconque. Il suffit juste de l'identifier. Et donc, pour moi, je préfère parler de ça parce que ça me permet de dire, ben, on arrête de parler des personnes noires comme des personnes avec une identité raciale et les personnes blanches comme des personnes qui n'ont pas d'identité raciale. Les personnes blanches ont tout autant une identité raciale que les personnes noires, mais c'est juste que c'est différent et c'est relié à d'autres choses. Il y a des personnes qui pensent, par exemple, que l'identité blanche telle qu'on la connaît n'existe même pas, car elle n'avait pas de raison pour exister. Donc, l'identité noire qui a été formée à travers l'effacement actif des cultures des personnes et des communautés noires, notamment à travers l'esclavage, mais aussi à travers toutes sortes d'autres formes de marginalisation et d'effacement culturel. Bien là, les personnes blanches n'avaient pas vraiment à vivre ce même concept-là. Donc, dans certaines situations,
il est tout à fait normal de s'identifier comme italien ou suisse ou belge ou français. Et ces concepts-là ne sont pas racisés de la même manière que l'identité noire est racisée. Et donc, quelques éléments à considérer ici. On peut essayer d'en décortiquer s'il y en a quelques-uns de ces éléments-là qui vous semblent un peu bizarres. Donc, lorsqu'on parle d'anti-oppression, on parle de quoi? On parle de quelque chose qui est un peu cyclique en nature. Fait qu'on va commencer. Hey, j'adore tellement avoir mon laser pointer sur l'écran, c'est vraiment hot. D'ailleurs, je tiens à préciser, je suis franco-ontarien, donc des fois, des anglicismes vont sortir comme ça et vous auriez juste à dealer avec, je suis désolé. Fait que, on va commencer ici avec les préjugés, parce que je trouve que c'est un bon endroit où commencer. Lorsque je parle de préjugés, je parle de pensée, en fait. On parle de pensée discriminatoire, de pensée basée sur une des catégories ici, qui a comme impact de marginaliser des gens. Fait qu'ici, on peut parler d'un stéréotype négatif comme, je vais utiliser les personnes noires dans ce contexte-là, dans ce contexte-ci, les personnes noires sont plus propices à être criminelles, par exemple. Ça, c'est un préjugé. De la même manière, de penser, tous les hommes noirs ont de grosses queues. Ça, c'est aussi un préjugé. Même si l'implication est, entre guillemets, positive, c'est quand même un préjugé. Donc, ces préjugés-là demeurent des préjugés jusqu'au moment où on commence à en parler et en prendre acte. Et là, ça devient la discrimination. Donc, vous comprenez peut-être un peu la distinction que je fais. Le préjugé, c'est la pensée. La discrimination, c'est de prendre acte sur le préjugé. Donc, c'est de dire, moi, je pense que tous les hommes noirs ont de grosses queues. Je vais traduire ça à envoyer des messages hyper sexuels à des personnes sur les applications de rencontres, par exemple, impliquant qu'elles ont tous de grosses queues. Donc là, on voit comment le préjugé devient de la discrimination. La discrimination devient l'oppression lorsqu'on ajoute l'aspect systémique. Et c'est vraiment ici qu'on commence à avoir des difficultés. Moi, au Québec, là, quand on commence à parler du racisme systémique, ça me paraît un peu étrange parce que le racisme, par sa nature même, est systémique, car c'est une forme d'oppression. Donc, lorsqu'on dit racisme systémique, c'est comme dire mon numéro de NIP ou genre, je ne sais pas, vous comprenez ce que je veux dire, ou du Techai, comme du Painan. Ça veut dire la même chose deux fois, là. Parce que toute forme de marginalisation systémique, comme le racisme est une forme de marginalisation systémique et donc nécessairement une oppression. Ce qui est intéressant dans ça, c'est le lien entre oppression et privilège. Et souvent, on ne fait pas ces liens-là. Et je trouve que c'est parmi les éléments les plus importants. Si un groupe est opprimé, un autre groupe ou plusieurs autres groupes doivent bénéficier de cette marginalisation-là. Une inégalité est créée et donc il y a un groupe ou plusieurs groupes qui bénéficient de la marginalisation de l'autre, même inconsciemment. Et là, ça se reproduit un phénomène qu'on appelle le privilège. Mais à cause du privilège, les personnes privilégiées et les personnes opprimées n'ont pas souvent tendance à se côtoyer. Il y a souvent de grosses lacunes niveau communication, niveau accès aux mêmes espaces. Je peux penser, par exemple, pour celles d'entre vous qui se trouvent présentement à Montréal, le mur sur le boulevard de l'Acadie, où d'un côté, tu as le ville de Mont-Royal, de l'autre côté, tu as Parc Extension, l'arrondissement Villeray-Saint-Michel Parc Extension. D'un côté, la communauté de la ville de Mont-Royal a littéralement créé une barrière pour éviter l'accès. Et lorsqu'on voit des cartes d'en haut, on voit la distinction entre les deux communautés. C'est très, très explicite. Et donc, finalement, qu'est-ce qui arrive? Que les personnes dans le ville de Mont-Royal n'ont pas tendance à côtoyer les populations largement marginalisées, racisées, opprimées qui vivent dans Parc Extension. Et donc, finalement, c'est difficile à créer des conversations. Et ce que ça fait, ça crée l'ignorance. L'ignorance crée des préjugés, qui crée la discrimination, qui propage l'oppression et on continue. Vous voyez un peu le lien cyclique de l'affaire, est-ce que ça vous est clair? Je vois peut-être 3-4 d'entre vous.
Donc, donc c'est ça. Donc, je pense que ça résume pas mal la notion, la base de ça. Avant de continuer, je vais aussi vous parler un peu des micro-agressions, des micro-insultes et les micro-invalidations. Ce sont des éléments très importants à considérer car ça influence un peu nos interactions. Comme on a dit ici, ce ne sont pas les privilèges, puis c'est pas de la mauvaise volonté qui fait en sorte que les personnes qui vivent dans des communautés privilégiées n'aient pas accès à des gens ici. Souvent, c'est intergénérationnel, c'est pas de leur faute, il y a des dynamiques qui se créent. Et donc, rappelons-le, on peut donc être oppressif sans même le vouloir et sans même en être conscient, car nos systèmes sont construits ainsi. Je vous donne un exemple. Je porte un chandail orange aujourd'hui pour porter attention, pour parler du fait que plusieurs enfants autochtones continuent à être trouvés dans des pensionnats. Le corps des enfants commence à être trouvé dans des pensionnats. En tant que société coloniale, nous, on bénéficie du fait qu'on n'avait pas à considérer ces traumatismes-là. T'sais, la douleur qu'on ressent quand on entend parler de 215 enfants, quand on s'est entendu parler de 215 enfants à Tk'emlúps, cette douleur-là, on n'avait pas à le vivre. Mais les autres communautés qui savaient ce qui se passait et qui n'ont pas été crues par toutes les instances, tous les paliers du gouvernement, mais eux, ils ont à vivre avec ça. Ça, c'est une forme de privilège. Est-ce que ça veut dire que toutes les personnes qui n'étaient pas au courant de ces histoires-là sont de mauvaises personnes? Bien sûr que non. Mais ce que ça dit, c'est on bénéficiait quand même de notre ignorance, en quelque sorte. Et c'est vraiment là l'impact dont je veux vous parler. C'est en fait la raison même de tout ce descriptif-là que je suis en train de vous faire, de ce petit anti-oppression 101 que je suis en train de vous faire. Donc, lorsqu'on parle de tous ces éléments-là, on parle de plusieurs choses. Ah, non. Voilà. On parle de plusieurs choses. Donc, lorsqu'on parle des microagressions, on est en train de parler des attaques verbales ou non verbales qui visent à blesser une personne avec des injures, un comportement d'évitement ou des actions discriminatoires qui sont délibérées. Donc, dans le contexte, pour vous donner un exemple, ça pourrait être de dire à une femme noire, « Ah, ben, t'es quand même belle pour une noire. » Ça pourrait être une microagression. Donc, l'attaque verbale qui vise à blesser la personne. Des micro-insultes, une forme de communication insensible qui dévalorise l'identité d'une personne marginalisée, lui signalant qu'elle ou ses contributions sont sans importance. Donc ici, on peut penser au fait de laisser entendre que des personnes marginalisées ou des personnes racisées ou quoi que ce soit n'ont pas été embauchées que pour répondre à des critères d'équité et de diversité. Ça, par exemple, ça veut dire « Ah, ben, je ne crois pas dans tout le travail que tu as fait, tu es juste là parce que tu réponds à un critère. » Donc, bien évidemment, un insulte. Et les micro-invalidations consistent à nier ou à ignorer les pensées, les sentiments ou la réalité vécue d'une personne marginalisée. Donc, ça, on va considérer... je vais donner l'exemple qui a tendance à causer plus de controverses dans mes ateliers, et ça, c'est « Ah, ben, tu viens d'où, toi? » Tu sais, cette question-là qui est hyper pertinente et qui m'est posée, je ne sais pas, pré-pandémie, m'a été posée assez régulièrement, je dirais plusieurs fois par semaine. Bien, quel est le message qui est envoyé lorsqu'on dit ça? Bien, pour des personnes racisées qui se font constamment poser ces questions-là, bien, la réponse pour eux, c'est cette personne-là pense qu'à cause de ma couleur de peau, je ne peux pas être québécois, je ne peux pas être né ici, je ne peux pas venir d'ici. Je vous donne un exemple de ma vie personnelle. Des gens me posent cette question-là et des fois, je vais changer ma réponse dépendamment de mon niveau de tolérance du bullshit. Puis, à un moment donné, une personne me pose la question, « Ah, ben, tu viens d'où? » Je donne ma réponse, « Je viens de Toronto. » Ce qui est vrai, je suis né à Toronto. La personne me répond, « Non, ben oui, mais tu sais ce que je veux dire avant ça. » J'étais comme, ben voyons, avant que je suis né, je ne comprends pas la question que vous me posez. Là. Mais finalement, la question qu'elle voulait me poser, c'est pas « Tu viens d'où? »
La question est pourquoi est-ce que ta peau est brune? Et ça, cette question-là n'a pas sa place. Fait que, tu sais, je comprends que dans plusieurs circonstances, il y a des raisons pourquoi on voudrait poser cette question-là de manière légitime. Par exemple, quand je déménageais ici, mon accent était un peu différent parce que j'avais beaucoup l'accent franco-ontarien. Et donc, à ce moment-là, quand je répondais de Toronto, les gens, ils catchaient que je venais de là. Là, que mon accent, c'est un peu plus québécisé. C'est une question que je posais un peu moins fréquemment, mais je suis quand même posé la question et la connotation change d'être une connotation linguistique à une connotation raciale. Euh, et donc, on voit ici comment une simple question peut tout de même avoir des impacts qu'on ne voulait pas au départ. Parce que la personne qui pose la question est souvent comme, ben là, je ne voulais pas vous offusquer, là, je demande juste ça parce que je suis curieux, mais en fait, c'est comme ça qu'on est en train de propager des différentes formes d'oppression. Donc, avant de passer à la deuxième partie qui va porter sur la nature intersectionnelle de l'oppression et la marginalisation systémique, je vais essayer de trouver mon souris pour que je peux lire vos commentaires. Statut relationnel, état civil et conditions sociales. Je l'ai perdu. La différence entre statut relationnel, ça pourrait être, par exemple, pour des personnes dans des relations polyamoureuses, par exemple, ou avec de différentes structures familiales, alors que l'état civil préfère beaucoup plus à un statut légal spécifique. Donc, le fait d'être marié, le fait d'être célibataire. On peut être qualifié célibataire selon l'état civil, mais bien être dans une relation polyamoureuse, par exemple, car sa relation n'est pas reconnue par l'État. Et la condition sociale, je voulais dire quelque chose d'un peu plus général. Ici, on parle de quelque chose, laisse-moi juste ouvrir ça encore une fois pour que vous ne voyez pas toutes mes notes et que je ne vole pas mon punch. Lorsqu'on parle de conditions sociales, on parle beaucoup plus de comme, j'aurais pu le remplacer par classe. Beaucoup plus facile. Donc, c'est ça. Donc, je vais essayer de mettre un peu plus l'accent dans cette section sur la nature intersectionnelle de l'oppression et de la marginalisation systémique. Lorsque je parle d'intersection, je fais référence à la théorie de l'intersectionnalité qui postule qu'il y a plusieurs éléments de nos identités qui s'entrecroisent, puis qu'on va vivre les mêmes formes d'oppression différemment selon ces intersections-là. Donc, par exemple, en tant que personne noire, queer et trans, je ne vais pas seulement vivre l'homophobie et la transphobie, mais l'homophobie et la transphobie que je vis va être influencée par le racisme. De la même manière, le racisme que je vis va être teinté par l'homophobie et la transphobie, ainsi que tous les autres éléments de mon positionnement social. Ouais. Donc, je voulais faire quelques études de cas, vous parler de 3 éléments clés. La première étant le racisme sexuel. Donc, on a déjà commencé un peu à aborder le sujet, mais vous êtes sûrement familière avec des personnes qui disent « Ah, ben moi, je ne fréquente pas les personnes noires parce que c'est juste une préférence. » Ou moi, ça ne me tente pas les Asiatiques parce que ils ont tous des petits pénis. Des commentaires vraiment basés dans la discrimination, dans le fond, mais qui est propagé dans un contexte sexuel. Et le contexte sexuel vient ajouter des couches de complexité. T'sais, on n'est pas là pour dire que vous êtes forcé à coucher avec des personnes noires. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est que nos préférences sont influencées par la société dans laquelle on vit. Et donc, nécessairement, si on vit dans une société qui est raciste, qui est misogyne, qui est homophobe, qui est transphobe, qui a malgré lui normalisé et intériorisé toutes ces formes d'oppression-là, ben, nécessairement, ça va s'exprimer dans tous les aspects de notre vie, y compris nos désirs sexuels. Donc, je vous donne un exemple assez clair. Je suis une personne adoptée transracialement. Donc, ma famille, on ne parle pas des trucs de Rachel Dolezal, puis son transracial. Là. On parle vraiment d'un concept qui réfère à des enfants souvent issus des communautés racisées qui sont adoptés par des familles blanches, ce qui a été mon cas. Donc, j'étais socialisé dans un environnement qui était principalement blanc, autant à l'école que dans la sphère familiale. Et ça, c'est bien évidemment, j'ai intériorisé les messages de ces communautés-là. Et donc, je me suis rendu compte à un moment donné
Tu sais, je flippe sur le truc, je suis en train de regarder sur Tinder. Et je suis comme, ben voyons donc, comment ça se fait que je ne matche jamais avec des personnes racisées? C'est que des personnes blanches avec qui je match. Puis j'ai réalisé, en fait, j'ai regardé mon comportement d'un œil critique, puis je me suis dit, à chaque fois que je voyais des personnes racisées, j'étais plus rapide à aller swipe left, indiquant que je n'étais pas intéressé. Euh, et donc, j'ai pris des mesures correctives qui ont effectivement corrigé la situation, car ce qui s'est passé, c'est que à chaque fois que je voyais le profil d'une personne racisée, même si je savais que je n'étais pas attiré vers la personne, j'ai pris un petit moment, j'ai arrêté, j'ai regardé toutes les photos de profil, j'ai lu tout le descriptif, puis je me suis dit, OK, ben, est-ce que je suis réellement intéressé par cette personne ou est-ce que c'est vrai que je ne suis pas intéressé par cette personne ou est-ce que c'est juste une question raciale? Et donc, en faisant ça, j'ai remarqué à quel point mes matchs boostaient complètement de personnes racisées. Et c'est aussi simple que ça. Pour moi, c'est une manifestation de comment on peut normaliser des standards de beauté qui viennent de nulle part, dans le fond, et qui sont souvent opposés à nos valeurs. Fait que je vous raconte ça pour parler un peu du pouvoir justement de la socialisation de nos vies qui peut influencer nos actions, même sans le vouloir. T'sais, on peut être le militant le plus antiraciste au monde puis quand même intérioriser des messages. Là, fait que ça, c'est un exemple. Lorsqu'on parle du racisme sexuel aussi, je voulais aussi mentionner un peu, souvent les stéréotypes que vivent des personnes noires, dans ce cas-ci, dans le cas de cette conférence, rentrent dans deux grandes catégories. Soit, je ne suis pas intéressé par les Noirs, de un, mais l'autre, l'envers de la médaille, est un surintérêt des communautés noires. Ici, on parle de la fétichisation. Et donc, lorsqu'on parle de fétichisation, ce qu'on est en train de dire, c'est en fait, on se base encore sur sur ces mêmes préjugés et discriminations, mais on s'en base pour justement valoriser, bien, survaloriser, entre guillemets, notre perception de ce que c'est une personne noire. Donc, dans ce cas-ci, on a les stéréotypes que les hommes noirs ont tous de grosses queues. Bien évidemment, ça va avoir, ça vient avec son lot de trucs, mais c'est aussi vécu par des personnes racisées de manière différente. Donc, quand on est sur les applications et qu'on reçoit très peu de messages, que tu le veuilles ou non, tu te poses la question, est-ce que c'est parce que je suis noir? C'est malheureux, mais c'est ça. Et c'est amplifié encore lorsque chaque fois que tu reçois un message, c'est un gars ou une personne qui s'intéresse à toi uniquement à cause de ta couleur de peau. C'est une déshumanisation, dans le fond. On efface l'individu, tu deviens un pénis ambulant. Ce qui est vraiment pas le fun pour personne. T'sais. Fait que, bref, un exemple, on pourrait en décortiquer peut-être un peu plus dans la variété des questions. Je voulais aussi vous parler du misogynoir et je vais être bref sur le sujet parce que ce n'est pas un sujet que je connais intimement. Mais le misogynoir réfère à l'intersection spécifique de misogynie vécue par les femmes noires. Donc, on parle ici d'une misogynie racisée. Donc, lorsqu'on réfère à ça, on est en train, on peut penser à plusieurs concepts. D'ailleurs, je tiens à mentionner que ce mot a été créé sur Black Twitter par des activistes, par des femmes noires activistes, pour dénoncer le fait, par exemple, que aux États-Unis, la violence policière envers les femmes noires est au même niveau qu'envers les hommes noirs, mais dans la sphère médiatique, on entend très, très peu parler de la réalité vécue par des femmes noires. Et donc, pour moi, c'était essentiel de mentionner ça puis de le décortiquer parce que c'est un élément qui est hyper présent au sein de nos communautés. Donc, on peut regarder les expériences vécues par des femmes lesbiennes noires qui en fait, je n'ai pas les données spécifiques, mais j'ai fait une entrevue dans le cadre de mes études de maîtrise où on parle justement de la prévalence de cette expérience-là dans la sphère des rencontres amicales, amoureuses envers des communautés lesbiennes. Donc, je tenais justement à mentionner ça.
Puis j'ai quelques lectures sur ça, si cela vous intéresse, il suffit juste de m'écrire. Bien évidemment, je veux aussi parler de la transphobie anti-noire. Donc, on peut, bien évidemment, vous connaissez probablement tous les statistiques, ce qu'on voit sortir des États-Unis, du Brésil, du Canada même. Les femmes trans noires sont souvent les cibles de violence à des taux extraordinaires, complètement comme disproportionné quant à la population générale. Vous m'excuserez, j'étais en train d'écrire en anglais toute la journée, fait que mon cerveau est un peu entre deux. Donc voilà, les femmes trans vont vivre justement cette forme de violence-là jusqu'à un point où, pour les femmes trans noires aux États-Unis, la moyenne tranche d'âge qu'elles ont, c'est 35 ans. Donc, on parle de violence extrême envers ces populations-là, qui est souvent pas reportée dans les médias. Et ça va s'exprimer dans plusieurs manières différentes, dont les femmes trans vont souvent se faire mori-nommer, c'est-à-dire dead name. C'est le fait de référer à une personne par leur ancien nom, à une personne trans par leur ancien nom. Donc, vont souvent se faire mori-nommer dans les médias. Par leur famille, des fois, si elles ne sont pas out. Et donc, il y a un irrespect qui est là et un manque de dignité humaine qu'on doit absolument à 100% mentionner, qui est présente aussi ici. Donc, quelques petits cas que je voulais vous présenter. Donc, on a parlé de tout ça. Je veux maintenant vous parler un peu du modèle de stress minoritaire qui, vous comprendrez la pertinence de tout ce qu'on vient de discuter lorsque je parle du modèle de stress minoritaire. Donc, ce modèle a été créé pour expliquer les réalités spécifiques vécues par des personnes LGBTQ+, et les impacts différentiels sur leur santé et leur accès aux soins de santé et services sociaux. Donc, on a plusieurs éléments. Le stress minoritaire se vit à la fois sur plusieurs enjeux, puis on veut le décortiquer avec un petit exemple après, mais s'exprime à la fois sur le niveau individuel, de couple, familial, interpersonnel, institutionnel et culturel et social. Donc, on voit à quel point il y a comme plusieurs couches aussi de stress minoritaire qui peuvent être vécues et chacune de ces couches a des stress spécifiques qui viennent avec. Mais j'explique beaucoup mieux avec des exemples. Fait que je vais faire un petit dessin. D'ailleurs, vous êtes un peu privilégiés parce que c'est exactement ça que je fais avec mes clients d'habitude. Non, c'est pas ça que je fais avec mes clients, par exemple. Vous êtes là, en plein centre. Salut! Vous existez dans le monde. Et le monde dans lequel vous existez est un monde qui est imprégné d'idées homophobes, transphobes, racistes, misogynes, transmisogynes, toutes les formes d'oppression qu'on peut nommer. Donc, on existe dans ce monde. Mais on va prendre l'exemple d'une personne bisexuelle noire, par exemple, un homme bisexuel noir. Cet homme-là va confronter plusieurs enjeux dans sa vie et plusieurs formes de stress qui s'appellent les stresseurs distals. Je m'en rappelle parce que c'est souvent à distance de nous. Fait qu'on parle d'idées structurelles ici. Ça, c'est l'idée que tous les hommes bisexuels sont juste des hommes gays qui ne veulent pas être out encore. Ça, c'est les stéréotypes raciaux par rapport à ses organes génitaux. Ça, c'est le stéréotype que tous les hommes qui couchent avec des hommes ont le VIH, puis que le VIH, c'est nécessairement la pire chose au monde, qu'on va mourir et tout ça. Tous les stéréotypes de stérophobie qui peuvent venir avec. Ça, c'est, je ne sais pas, de vivre de la discrimination, de la violence, la peur de vivre de la violence homophobe lorsqu'on marche main dans la main avec son partenaire dans la rue, par exemple. Donc, on a toutes ces formes de stresseurs distales-là qui viennent nous affecter. Et si on a des stresseurs distals, on a aussi des stresseurs proximales. Et ces stresseurs proximales-là sont à proximité de nous, comme le nom pourrait indiquer. Si ici, on est en train de parler de la crainte de vivre une agression homophobe, bien, voici le fait de le vivre pour de vrai. Voici l'exemple de vivre de la sérophobie.
Voici d'autres situations auxquelles on pourrait confronter en tant qu'homme bisexuel, par exemple. De se faire refuser, d'avoir un partenaire qui refuse de te fréquenter parce que tu es un homme bisexuel. Tout le traitement différentiel reçu par des hommes bisexuels au sein de l'accès aux services, par exemple. Mais non seulement ces stresseurs-là vont venir nous activer nous-mêmes et avoir des impacts sur nous, mais ça vient aussi renforcer les stéréotypes qu'on s'est créés par rapport, ou les idées qu'on s'est créées par rapport au stresseur distal. Tu sais, j'avais raison, je ne devrais pas marcher main dans la main avec mon chum dans la rue parce qu'on va se faire agresser, parce que je viens de le vivre. Tu sais. Fait que tous ces éléments-là, ça peut impacter une personne de manière assez importante. Fait que qu'est-ce qui arrive là maintenant? Là, on va rentrer un peu dans la biologie, mais je m'excuse, mais ça ne va pas être long, je vous le promets. Donc, notre système immunitaire fonctionne avec deux grands éléments. Notre système nerveux fonctionne avec deux grands éléments. Tu as le système sympathique puis tu as le système parasympathique. Le système sympathique, c'est le système qui gère un peu ta réponse, la réponse fight or flight. C'est comme si on voit un ours j'allais dire un ours dans la rue, mais je ne suis pas dans le village, un ours dans la forêt. Tu vois un ours, tu paniques. Fait que justement, ton système nerveux sympathique commence à être activé immédiatement. Qu'est-ce que ça fait? Bien, tu commences à respirer plus rapidement, ton rythme cardiaque s'accélère, tu as toutes sortes d'autres éléments. Ta digestion arrête quasi complètement. Quand tu es confronté par un ours et tu as besoin de mettre toute ton énergie à courir pour ta vie, là, tu n'as pas le temps pour process le souper que tu viens de manger. T'sais. Fait que nécessairement, il y a des impacts physiologiques contre tous ces éléments-là. Mais ce système-là, ça n'a pas été fait pour être activé constamment par tous ces stresseurs distals-là, par tous ces stresseurs proximales-là que des personnes marginalisées sont plus propices à vivre, ni ça n'a pas non plus été fait pour répondre aux stresseurs distals vécus par les gens, ce pattern constant de stress. Fait que qu'est-ce qui arrive? Bien, quand on regarde les statistiques, on se rend compte que les personnes LGBTQ sont plus propices à développer le diabète plus tôt dans la vie, plus propices à développer des enjeux chroniques, des enjeux de maladies chroniques, sont plus propices à avoir développé l'asthme au sein de leur jeunesse, moi-même y compris. Il y a toutes sortes d'éléments et c'est parce que justement ton système nerveux est en train d'être activé alors qu'il n'est pas fait pour être activé ainsi. Et donc, tous les stresseurs dont on est en train de parler, tout le racisme, toute la discrimination, les préjugés, puis avoir à naviguer tous ces systèmes-là, ça agisse aussi comme stresseur distal et proximal. Et donc, c'est essentiel qu'on comprenne ça non seulement comme un enjeu de société, mais aussi comme un enjeu de santé physique. Donc on parle vraiment ici d'impact physiologique, impact sur la santé mentale, impact sur, et aussi impact sur le social, parce que quel genre de société on est en train de créer qui normalise des idées racistes, homophobes, transphobes, et ainsi de suite, au détriment de sa population. Donc, c'est un peu ça le concept. C'est la manière dont je l'explique. Vous voyez que je suis un peu plus à l'aise en intervention qu'en présentation, mais ça va. Je remarque que j'ai un commentaire ici. Une autre question, les microagressions et insultes sont-elles nécessairement délibérées ou conscientes? Non, pas du tout. D'ailleurs, elles sont souvent pas inconscientes. Elles sont souvent inconscientes et pas délibérées. On le fait malgré nous des fois. Et on va rentrer dans quelques stratégies pour en adresser par la suite. Donc ensuite, je voulais vous parler un peu du projet Communauté. Communauté, comme vous pouvez imaginer, est un mot en créole haïtien qui veut dire communauté, qui a été choisi par les participants, par les personnes participantes à notre consultation communautaire. Donc, c'est un projet qui a été lancé à réseau pour essayer de comprendre comment ça se fait qu'il y a beaucoup moins de personnes racisées qui accédaient aux services de réseau. Comment ça se fait que, alors que la population la démographie de la ville de Montréal nous indique que 10% de la population est noire, bien, comment ça se fait qu'il y a très, très peu de personnes noires qui accèdent aux services de réseau? Ça n'a pas de sens.
Fait qu'on s'est lancé un questionnement là-dessus. On a été financé par l'Agence de la santé publique du Canada pour faire un recensement communautaire pour essayer de comprendre ça. Puis c'était moi la personne qui l'avait fait. Je vous commence ça avec quelques citations. Vous excuserez mon anglais, mais on a fait des entrevues en anglais et en français. Une personne qui dit en tant que personne noire androgyne, je n'ai pas ce sentiment d'appartenance à l'offre de service chez Réseau. J'ai tendance à me sentir mis de côté parce que les représentations sont juste d'un certain type de clientèle et je n'ai pas l'impression que j'ai ma place là-bas. Donc ici, on parle d'un sentiment d'appartenance communautaire qui est essentiel. Citation, knowing now that these services are offered, I definitely feel as though these services would be relevant to me. The services sound amazing. I must have been under a rock to not have heard of them. Donc ici, on parle des gens qui ne se sentent pas comme si il est comme, voyons, comment ça se fait que je n'ai pas accès à ce service-là? Comment ça se fait que je n'ai pas su que ça existait? Donc, ici, on parle d'un enjeu de sensibilisation de la population en général pour dire comment ça se fait que nos stratégies de sensibilisation existantes ne ciblent pas ces personnes-là. Ensuite, citation, la problématique de plusieurs personnes AFAB, ce qui veut dire assigner femme à la naissance, assigned female at birth, accédant au service pour les hommes gays et bisexuels, c'est qu'il faut soit qu'on accepte de se faire mégenrer, soit on a besoin de se battre pour être vu comme un homme. Je ne suis jamais allé me faire dépister à un endroit où on m'appelait monsieur. Et donc, on voit une personne ici, une personne dont l'expression de genre et l'identité de genre est une identité de genre masculin, ne se sent pas comme si il a sa place au sein des services offerts. Fait qu'il y a un problème ici. Il faut qu'on voit ici comment la transphobie, l'homophobie interagissent tous entre eux pour faire en sorte, pour agir en tant que frein à l'accès aux services. Et carrément de la frustration, citation, white people don't give a fuck about us, they don't think about us, they don't think about their needs. Fait ici, on sent la colère, on sent la frustration de la non-représentation qui est là. Fait que je voulais vous partager quelques petits vox pop qui ont été partagés. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? On a essayé de contrer ces dynamiques-là en disant, OK, clairement, il y a un enjeu de communication quelque part. Fait qu'on a créé une identité visuelle complètement à part pour le projet pour essayer de recruter les gens. Fait qu'on a créé des images comme ça, mettant les hommes noirs et les personnes non-binaires à présentation masculine noire de l'avant pour vraiment valoriser leur contribution à l'organisme. Et ça a marché. On a eu beaucoup d'intérêt. On avait aussi comme plan qu'on n'a malheureusement pas pu faire à cause que la recherche tombait. On a commencé la récolte de données en mars 2020. Donc, vous comprendrez que ça a un peu joué dans nos plans. Mais finalement, on avait un plan aussi pour utiliser les mots que les communautés utilisent elles-mêmes pour se référer entre eux. Donc, on avait des affiches qui disaient, par exemple, chez nous, on dit cousin et vous, et juste le lien. Donc, une personne qui n'est pas out, et donc une personne qui aussi, sachant que ce sont des termes un peu de insider, peut voir l'affiche, savoir que cousin est une manière dont certaines communautés utilisent pour référer à des hommes gays et bisexuels entre eux, puis on l'a employé. On a fait la même chose avec, chez nous, on dit couchou. Chez nous, on dit bidadi. Fait qu'on avait tellement d'exemples, et justement pour cibler de différentes communautés, pour que les gens puissent prendre en photo discrètement pour valoriser la contribution de ces personnes-là qui risquent de ne pas être out au sein des trucs. Je ne vais pas vous montrer le rapport total, mais c'est complètement, c'est disponible gratuitement sur le site web de Réseau et c'est aussi disponible. J'ai fait une présentation pour le Community-Based Research Council sur le sujet à la dernière conférence en français que je peux, si vous m'écrivez, je peux vous envoyer le lien. Mais je voulais apporter ça à votre attention. À gauche, on a le niveau de scolarisation des répondants et à droite, le revenu annuel des répondants. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que la taux de scolarisation, c'est-à-dire les gens à Montréal ayant soit un baccalauréat ou plus, c'est à peu près une trentaine de pourcents. Alors que dans notre population, dans la population qu'on a recensée, c'était 71%.
Malgré ça, le revenu annuel était exactement le même revenu annuel moyen dans la ville de Montréal au sens large. Fait que vous voyez que vous voyez que l'échantillon est nettement plus scolarisé, mais payé beaucoup moins. Fait que déjà ici, on voit une inégalité dans le système ici. Donc, pour moi, c'était essentiel de vous donner un peu cet fait saillant de la démographie. Qu'est-ce qui en est ressorti? Bien évidemment, un besoin d'améliorer l'accès aux services existants. C'est-à-dire de faire la promotion auprès des communautés concernées, d'essayer de cibler activement ces communautés-là pour la mobilisation, de valoriser aussi le par et pour dans l'offre des services. Je sais que dans le secteur communautaire, le par et pour, c'est très hot. À l'instant, on aime tous parler du par et pour, mais ça ne veut un peu rien dire dans le fond. Mais ce qui a été exprimé, c'était un besoin que les services pour les personnes noires soient offerts par des personnes qui partagent ces mêmes expériences. Et donc, ça a été nommé. C'était aussi essentiel pour ce faire d'embaucher plus de personnes noires. Donc, on parlait de l'importance, par exemple, des personnes qui se disaient « dès que je parle avec une personne noire, je me sens plus dans ma peau ». Et donc, s'il n'y a pas intervenante noire au sein de l'équipe, là, à qui la personne va pouvoir réellement se sentir à l'aise à parler. On a aussi discuté de l'importance de créer des espaces accueillants qui favorisent le partage intracommunautaire. Ici, une idée très intéressante est ressortie. Et je trouve que ça répond très, très bien à la particularité de l'expérience ici. Pour les hommes noirs, un des lieux de socialisation culturelle très répandu est le barbershop, le salon de coiffure. Fait que les hommes vont rentrer dans ces espaces-là, mais souvent, les barbiers sont des gars straight qui font des commentaires homophobes, transphobes, qui disent des trucs, qui peuvent dire des trucs un peu malaisants pour certains hommes gays bisexuels, qui fait en sorte que beaucoup de personnes ont nommé. Il y avait une personne qui avait dit « Est-ce que je m'en vais là-bas? » Puis j'endure les commentaires pour qu'une personne qui connaît réellement mon style de cheveux me fait couper les cheveux comme je veux. Ou est-ce que je tolère ça, puis je m'en vais à Sébastien Barbier dans le village, puis je tolère qu'ils ne savent pas trop quoi faire avec mes cheveux, mais au moins, je sais que je n'ai pas envie des commentaires homophobes. Fait que c'est une question que les gens se sont posées et la solution qui a été proposée, c'est une solution venant de l'Atlanta, en fait, et c'était d'embaucher des barbiers noirs, queer et trans et de les apporter dans un espace et recréer l'ambiance du barbershop dans un espace communautaire. Fait que c'est une idée qu'on avait proposée à Réseau, c'est justement de trouver des barbiers qui pourraient fournir ce genre de service-là, puis de créer un espace de socialisation intracommunautaire hyper pertinent, puis basé dans les besoins réels vécus par la société, par la population cible. Donc, ça vous donne un peu une idée des genres d'idées qui ont été proposées. Et bien évidemment, d'adapter les services aux besoins des personnes noires, trans et non-binaires aussi. Donc, on a vu que ces identités-là sont intersectionnelles et lorsque les personnes trans et non-binaires noires ne se sentent pas comme s'ils ont leur place au sein de nos organismes, on n'est pas vraiment en train de faire tout le travail pour améliorer la condition de toutes les personnes, les ARSA, les hommes ayant des relations sexuelles et affectives avec d'autres hommes noirs. Donc, on a parlé de l'importance aussi d'avoir des politiques très claires quant à l'adaptation des services aux besoins. D'ailleurs, Martin, merci pour avoir mis le lien vers ma présentation. Ce n'est pas la bonne, en fait. J'ai fait une autre avec eux, mais je peux vous mettre le lien aussi. Ça, c'est un discours que j'avais fait sur un autre sujet, mais c'est hyper pertinent aussi si ça vous intéresse. Parlons des pistes de solutions. C'est la raison pourquoi vous êtes tous là, j'imagine. Ça va, Martin, merci. D'abord, ça commence en reconnaissant que vous allez faire des erreurs. Vous allez faire des commentaires déplacés, vous allez dire la mauvaise chose, vous allez, par pure ignorance des besoins de la communauté, vous allez faire des erreurs. Et là, quand je parle d'ignorance, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est juste de le reconnaître qui est important. Donc,
comment est-ce que vous agissez lorsque une personne vous dit que quelque chose que vous avez fait l'a blessé à une certaine manière. Puis on va en discuter une bonne stratégie après. Je vais vous parler d'un exemple. Si vous avez fait une petite recherche Google sur mon nom, vous allez sûrement reconnaître que j'ai eu une confrontation récemment avec le Bad Boys Club de Montréal qui m'avait demandé de venir parler de la transphobie dans un panel, mais qui m'avait mégenré à plusieurs reprises en me demandant, expert sur les identités trans, de venir parler de la transidentité. On m'avait mégenré plusieurs fois dans le courriel. Donc, j'ai expliqué clairement, tout ça se passe. Je reçois un message d'une des personnes impliquées qui me dit ah ben là, grosso modo, vous prenez ça au premier degré, c'est pas si sérieux que ça, blablabla. Alors que je ne faisais que revendiquer mes intérêts et la reconnaissance de mon identité de genre à titre d'individus dont l'identité mérite d'être respectée. Bref, il y avait toutes sortes d'incidents qui se sont produits, mais c'est justement cette réponse-là sur laquelle je veux mettre l'emphase. Parce que cette réponse-là n'est pas la bonne. La bonne réponse, puis on va en discuter après, c'est de dire ça n'aurait jamais explosé comme ça, toute la situation, si on m'avait juste nommé « Ah, je suis désolé, c'est clair que la personne qui vous a écrit ne portait pas attention à vos pronoms, on va essayer de faire du mieux dans l'avenir. » Ça aurait pu terminer là. Mais là, la personne s'est rendue sur la défensive et là, ça a créé toute une polémique qui a nécessité des excuses publiques sur leur profil Facebook, qui a fait en sorte que plusieurs organismes sont maintenant en train de boycotter leur gala. Tu sais, comme toutes sortes de trucs là, à cause de ça. Tu sais? Fait que moi, ce que je veux vous donner, c'est les outils pour que ça ne se produise pas, en fait. Entre autres, là, bien évidemment, je vous donne d'autres outils, mais ça, c'en est une bonne. On en parlait un peu tantôt avec la question de Florian tantôt, mais je veux mettre l'accent sur l'impact et les intentions. D'abord, si le biais est inconscient, si on a tous des biais inconscients, bien, ça veut dire plusieurs choses. Mais de un, que ce n'est pas de ta faute si tu en remarques que tu en as. Que ce n'est pas une raison de se sentir coupable. C'est important de reconnaître que toute personne est sur un processus d'apprentissage continu. Mais l'important, c'est ce que l'on fait lorsqu'on s'en rend compte. Donc, on vient tout juste d'en parler. La personne m'avait écrit plusieurs courriels. Si je vous ai offusqué, je m'en excuse. Mais la question n'est pas si. C'est clair que vous m'avez offusqué à plusieurs reprises avec vos commentaires, mais vous insistez à dire « Ah, si je vous ai offusqué ». C'est un désir venant d'un désir, cet élément-là vient d'un désir de vouloir se déculpabiliser. Donc, je m'en lave les mains, ça ne me concerne pas, c'est toi qui avais interprété mes paroles de cette manière-là. Donc, ce n'est pas vraiment pratique comme approche. De la même manière, on peut parler du fameux « Ah, ben tu viens d'où, toi? » Ça, c'est souvent pas mal intentionné, mais ça vient souvent pour certaines personnes racisées avec plusieurs connotations négatives. Donc, même si ce n'était pas de ta faute de blesser la personne, tu as quand même blessé la personne. Donc, il faut le reconnaître, il faut passer à autre chose. Et on va parler des manières de comment le faire, encore une fois, après. Je prends le moment pour faire une petite note aux alliés dans la salle. J'ai une opinion un peu controversée sur ça, mais c'est souvent, quand je m'explique, c'est un peu plus clair. Moi, je ne crois pas qu'un allié, ça existe. Et c'est un gros statement, je l'avoue, mais j'ai un raisonnement. Je ne pense pas qu'un allié peut exister. Pour moi, le terme allié, ça doit être un verbe. Ça représente des actions concrètes. Quelles sont les actions concrètes que nous prenons pour nous assurer d'être solidaires envers les communautés noires LGBTQ+. Des questions qu'on se pose. Au lieu de dire « Ah, moi, j'ai assisté à une formation, fait que là, je suis allié », la question est « Non, ça ne marche pas comme ça, l'allié. De un, on enlève la petite étiquette. » D'ailleurs, une des choses qui me frustre le plus dans le village, c'est de voir toujours des petites étiquettes de la Fondation Émergence qui disent « alliés » partout, parce que ça peut créer des situations dangereuses. Si, admettons, un ou une prof rentre
dans un café, voit le petit collant allié, puis dit « Ah, ben ouais, je vais prendre ça, je vais mettre ça sur ma porte. » Puis là, il y a un jeune qui arrive, qui a des enjeux graves à discuter avec la personne, puis la personne n'est complètement pas adaptée, n'a suivi aucune formation sur la réalité vécue par les personnes de SLGBTQ+, n'a aucune idée de comment, des notions d'intersectionnalité, de tout ça. Ben, elle risque de faire davantage de mal que si elle n'avait pas pris l'étiquette au début. Parce que, justement, elle suppose que, ah ben, moi, je connais, là, moi, je suis en mesure de le faire, alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Fait que, pour moi, ce genre de truc-là, au vidange. Mais je veux créer une société dans laquelle nous pouvons tous agir en tant qu'alliés, les unes envers les autres. Et c'est vraiment ça qu'on vise à faire. Je trouve en français aussi, le mot n'existe pas vraiment en anglais, mais en français, on a un beau mot pour décrire ce même concept, et c'est la solidarisation. Il faut se solidariser avec les communautés. Et ça, c'est ce qu'on veut. On ne veut pas d'alliés, on veut de la solidarité. Et la différence, c'est qu'on va agir constamment en solidarité avec les personnes qui nous parlent de leur marginalisation pour essayer de contrer les privilèges que nous vivons ensemble. Donc, quelques petites suggestions. Je vais vous donner un petit spoiler. Je ne suis pas là pour vous donner les réponses sur comment interagir avec les personnes noires dans votre milieu de travail spécifiquement. On peut peut-être essayer d'en aborder quelques questions lors de la période des questions, mais ce n'est pas mon intention. Mon intention est de vous faire réfléchir sur la question de comment est-ce que les personnes noires LGBTQ interagissent avec la société et qu'on s'est créé autour de nous. Et c'est vraiment ça. Fait quelques suggestions pour vous. De un, bien évidemment, de valoriser les expériences vécues par les personnes noires LGBTQ+, de mettre ça de l'avant. Si vous faites une diffusion de film, pourquoi pas diffuser Moonlight au lieu, ou des épisodes de Pose, ou d'autres émissions qui ont été faites. T'sais, si je nomme des trucs en anglais, c'est parce que dans la sphère médiatique québécoise, il y a quasi zéro représentation de la réalité des personnes noires LGBTQ+, dans le contexte québécois, et c'est désolant à voir. Propose aussi de reconnaître l'inégalité des chances. Ça, c'est un élément très important. Vous avez sûrement vu sur les CV, lorsqu'on fait l'embauche à compétence égale, telle personne va être prise, mais c'est aussi de reconnaître que la compétence égale, ça ne se développe pas également, de manière égale. T'sais. Moi, j'ai grandi dans un environnement pauvre, en fait. J'ai grandi dans un quartier qui s'appelle Jane Finch. C'est un des quartiers les plus défavorisés de toute la ville de Toronto. J'avais pas dans ma tête l'intention que j'allais être universitaire. Je ne comptais même pas aller au cégep. Là. Je pensais que l'école secondaire, pour moi, c'était la fin. Je n'avais pas cette vision des choses parce qu'on ne m'a jamais parlé, on m'avait jamais dit que c'était possible. Et lors de mes interactions avec mes professeurs, j'avais des personnes qui essayaient de me dire « Ah non, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas être avocat, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. » J'avais à confronter toutes ces idées négatives tout le temps qui me dévalorisaient. C'est de reconnaître aussi que pour plusieurs personnes noires, cette inégalité des chances est un élément important. C'est de reconnaître que s'il n'y a pas de personnes noires qui se présentent à nos trucs, c'est peut-être parce que nos attentes sont vraiment ridicules et ne valorisent pas leur expérience vécue et le manque d'accès aux institutions qu'elles peuvent avoir, par exemple. Donc, je vous l'avais mentionné, j'ai fait la première année d'une technique en travail social. Dans ma cohorte, il y avait beaucoup de personnes racisées, il y avait beaucoup de femmes migrantes, il y avait beaucoup de toutes ces expériences-là. Je commence mon bac à McGill en travail social. Quand même des personnes racisées, mais moins qu'avant. Je monte, je fais la maîtrise à l'Université de Montréal. Là, on est 3-4 personnes racisées dans la salle de classe. Là, je parle avec le superviseur que j'avais choisi pour faire la supervision de mes études doctorales, qui m'avait dit qu'il n'avait jamais supervisé un étudiant noir. Point. Donc, quelles sont les compétences qu'on est en train de demander aussi, puis quels sont les impacts que ça va avoir sur les personnes qui n'ont peut-être pas accès aux institutions du tout?
Moi, ma préf, mais moi, je ne vois pas des couleurs. La merde. Vous voyez les couleurs. Les couleurs sont importantes. Les couleurs, d'ailleurs, les couleurs sont essentielles à notre manière d'interagir avec le monde. Tu sais, je ne parle pas des gens qui sont daltoniens, là. C'est pas la même chose. Moi, je parle des gens qui disent ah, ben, moi, je te vois comme n'importe qui d'autre. Ben, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu ne vois pas les particularités de mon expérience. Tu ne reconnais pas la, la racisation que moi, je subis dans la société. Il se peut bien que toi, tu ne vois pas que je suis une personne, il se peut que toi, tu ne vois pas que je suis une personne noire, mais le policier qui m'arrête dans la rue, lui, il le voit. Puis si toi, tu ne veux pas accepter cette réalité-là, mais tu n'es pas en mesure d'accepter la réalité, de comprendre la manière dont j'interagis avec le monde. Et ça, c'est essentiel. C'est une partie intégrante de qui nous sommes en tant que personnes racisées dans cette société. Donc, moi, je ne vois pas les couleurs, on crée ça direct au vidange. Puis la dernière chose, ce serait de considérer l'impact de votre positionnement social avant d'agir, ou de parler d'ailleurs. C'est de considérer, est-ce que c'est vraiment ma place de parler? Je vous donne un exemple. Je suis en travail social, ma profession, et il y a une forte surreprésentation des femmes cisgenres parmi les étudiantes en travail social, et c'est correct, c'est cool. Il y a des raisons sociologiques pourquoi c'est le cas aussi. Il ne faut pas le nier non plus, souvent lié à des concepts misogynes, mais n'empêche que, tu sais, c'est une profession où les femmes représentent une grande partie des personnes dans la profession, quoi. Voilà. Donc, moi, quand je parle dans mes salles de cours, puis je me rends compte que c'est moi, puis c'est moi, la personne à présentation masculine, puis quelques autres personnes, quelques autres hommes, d'autres hommes cis ou des personnes à présentation masculine, lorsqu'on voit dans nos salles de classe que nous, on prend beaucoup plus d'espace, c'est mon devoir de dire, en fait, je reconnais que je parle un peu trop, que je reconnais que je parle beaucoup et que je prends beaucoup de place. Et considérant les dynamiques de genre, c'est essentiel pour moi d'arrêter, d'essayer de céder la place à des personnes, à des femmes et à des personnes à présentation féminine qui ont voulu s'exprimer, mais qui n'ont pas encore eu la chance. Fait que pour moi, c'est un élément clé de ça. Ce que ça représente dans vos organismes et ce que ça peut être difficile parce que ça vient nous affecter directement. Est-ce que tu es la meilleure personne pour enseigner? Si, par exemple, tu as fait toute ta scolarité sur les. Je vous donne un exemple du père à mon chum, qui est professeur d'histoire révolutionnaire latino-américain, mais qui est blanc. Est-ce que c'est sa place? Eh bien, la question, est-ce que c'est sa place? Il est expert dans le sujet, fait que c'est correct. Mais est-ce qu'il prend la place d'une personne qui, en plus d'avoir cette spécialité, vit une marginalisation en raison de sa racisation? Est-ce que ça a été considéré? Comment est-ce qu'il a réfléchi sur le sujet? Qu'est-ce qu'il a fait pour céder la place lors de ses cours à des personnes avec des expériences vécues? Et tout ça. Donc, c'est des trucs à considérer. Lorsque vous parlez de la racisation dans vos salles de cours, dans vos classes, lorsque vous êtes en train de faire des activités pour la journée de vérité et réconciliation qui s'en viennent, puis toute l'équipe qui est en train de parler sont des personnes blanches, il y a des problèmes. C'est de ça dont je parle, vraiment de questionner ça. Et au besoin de présenter des excuses authentiques et vraies. Et ça, je vais vous en parler maintenant. Donc, pour cette partie-là, je dois énormément, beaucoup de props à Rania El-Mougamar, une conférencière antiraciste et artiste qui est basée à Toronto, à Toronto, connu comme Toronto. Donc, la première étape pour présenter de vraies excuses, c'est d'avoir le consentement de la personne avant de continuer. Ici, c'est de reconnaître que les excuses peuvent avoir un impact émotionnel sur l'autre. Ça peut prendre beaucoup pour une personne qui a déjà été heurtée par vos actions, d'ensuite avoir besoin de le revivre pendant des excuses. Fait que c'est de vérifier que la personne est toujours partante pour avoir cette conversation en premier lieu.
Je mets une petite note pour clarifier que si le tort a eu lieu en public, que les excuses devraient l'être aussi. Si on dit quelque chose dans une rencontre à la job, par exemple, puis qu'on dit quelque chose de déplacé, puis on s'excuse auprès de la personne, c'est aussi important de dire « je reconnais mon tort » devant les autres personnes qui ont vu le tort initial. C'est un élément important aussi, c'est une adhésion à dire que c'est vraiment, je reconnais que ce que j'ai dit a été mal. Ensuite, une reconnaissance des faits est essentielle, c'est de dire, malgré mes meilleures intentions, j'ai une formule quasiment, malgré mes meilleures intentions, je t'ai blessé dans telle manière, point. Pas question de commencer à justifier, pas besoin de la justification, c'est pas important. Malgré mes meilleures intentions, je t'ai blessé. Je reconnais, ce n'était pas mon intention de te blesser, adhésion émotionnelle, ce n'était pas mon intention de te blesser, mais tout de même, je reconnais que je l'ai fait et j'en assume la responsabilité. Donc, voilà, on vient de passer les 3 points de suite, une phrase. Changer de comportement, assez simple. À l'avenir, je vais essayer d'améliorer telle affaire. Et la dernière chose, c'est de se détourner du pardon. Et ça, c'est parmi les éléments les plus difficiles. Il se peut que la personne ne soit pas prête pour te pardonner. Puis c'est correct. Si une personne utilise le mot en haine devant moi, une personne non noire utilise le mot en haine devant moi, par exemple, ça m'est arrivé lors d'une conférence où l'autre personne qui était conférencière avait utilisé le mot en haine devant moi directement et j'étais comme bouleversé. J'étais comme, ben, comment je fais? Ben, je n'étais pas prêt à accepter les excuses de la personne, non seulement parce que l'incident m'a vraiment choqué, mais aussi parce que c'est un élément parmi tant d'autres de trucs problématiques que la personne a fait par le passé. Donc, pour moi, c'est un élément aussi qui est essentiel. Et d'ailleurs, je vois une question de Myriad qui mentionne comment présenter des excuses publiques en cas de outing ou de decloaking. C'est une exception à la règle, je dirais que oui. On peut aussi clarifier en question, si on a la question, on peut présenter ses excuses en privé et demander à la personne si on veut que ça soit abordé de manière publique. On le redonne à la personne et on se le demande. Je vois d'autres commentaires, puis je vais les lire dans un instant. Donc, voilà. Je voulais vraiment essayer de laisser un peu de place pour qu'on puisse avoir quelques questions, en discuter davantage de vos perceptions de la chose. Donc, je vais arrêter cela. RIP, mes beaux cheveux. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention et le temps que vous m'avez accordé. Si vous avez des questions, je les accepte par courriel. Vous pouvez m'écrire à rétroaction@commercialvincentmousseau.net. Et si vous avez des questions par rapport à mon travail, ma recherche, quoi que ce soit, vous pouvez visiter mon site Internet, c'est www.vincentmousseau.net. Merci beaucoup.